Bonjour tout le monde. Merci beaucoup d'être présent et présente ce matin. Je m'appelle Laura Fekino. Je suis analyste politique pour les ateliers pour la biodiversité. Très contente de vous retrouver ce matin. Merci beaucoup aux panélistes qui sont outre-mer de s'être connectés malgré le décalage horaire ce matin au Québec. Merci beaucoup aussi aux personnes présentes et merci aux partenaires qui contribuent à cette édition 2025 des dialogues pour la biodiversité. Nous tenons d'abord à commencer en soulignant que les différents panélistes se trouvent sur des territoires autochtones et ou traditionnels non cédés, de différentes nations autochtones et de peuples traditionnels. Je ne les nommerai pas tous puisque ça dépend en fonction de l'endroit où se trouvent les différentes panélistes et même moi-même à l'animation également. Juste pour vous informer, l'événement d'aujourd'hui est enregistré et il sera par la suite diffusé sur la chaîne YouTube des dialogues. Nous vous invitons juste à garder votre micro fermé durant l'événement, simplement afin qu'on puisse bien entendre les intervenants et intervenantes. Très rapidement, le présent événement s'inscrit dans le cadre de la programmation annuelle des dialogues pour la biodiversité. Juste pour une petite mise en contexte, les dialogues sont nés d'une volonté de faciliter la participation de la société civile à la gouvernance environnementale. Ils sont portés par une coalition qui est intersectorielle de la société civile québécoise et les dialogues représentent un espace de sensibilisation, d'échange et de collaboration qui vise à promouvoir des engagements ambitieux, et conséquents et équitables de la part du Québec et également du Canada face à la crise écologique que nous vivons. Une mise en contexte un peu plus précise dans quoi est-ce qu'on s'insère aujourd'hui pour cet événement. En fait, en ce moment, il y a le Congrès mondial de la nature qui est en train de se dérouler à Abu Dhabi. Il est organisé par l'Union internationale de la conservation de la nature, donc l'UICN. Ça se tient aux Émirats arabes unis en ce moment du 9 au 15 octobre 2025. C'est un congrès qui se tient aux 4 ans. Puis c'est un événement qui rassemble des experts, des décideurs, des jeunes, des acteurs vraiment du monde entier pour discuter d'enjeux majeurs sur la conservation et la protection de la nature. Cette année, le congrès s'articule plus précisément autour de cinq grands thèmes. Le premier, c'est renforcer l'action pour une conservation résiliente. Le deuxième, c'est réduire les risques liés au changement climatique. Le troisième, promouvoir l'équité et l'inclusion. Le quatrième, favoriser la transition vers des économies positives pour la nature. Et le cinquième, c'est encourager l'innovation ainsi que le leadership en conservation. Et aussi rappeler qu'en lien avec tout ça et en lien avec le cadre mondial de la biodiversité commune Montréal aussi, qui a été adopté à la COP 15 en 2022 à Montréal même, le gouvernement du Québec s'est doté d'un plan nature à l'horizon 2030, qui vise à arrêter et même à inverser la perte de biodiversité et qui s'articule autour de 3 axes. Soit celui de la conservation, de la protection du territoire, de l'utilisation durable de la biodiversité et finalement de la mobilisation de l'ensemble des acteurs de la société, dont la jeunesse qui est aujourd'hui très bien représentée. Justement, pour mettre en contexte le panel plus précisément, la jeunesse, comme vous le savez, elle joue un rôle clé dans la transformation de notre société aujourd'hui et demain également. Aujourd'hui, au Congrès mondial de la nature à l'UICN, il se tenait le sommet jeunesse, justement. Puis, l'échange de ce matin, il va vraiment viser à mettre en lumière les perspectives, les apprentissages et les ambitions des jeunes délégués du Québec qui ont assisté justement au sommet jeunesse ce matin, après-midi, à Abu Dhabi, avec le décalage horaire, on ne sait plus c'est quand exactement, dans le cadre du congrès mondial. Les participantes vont nous partager leurs impressions de la première journée du sommet et leurs attentes aussi pour la suite du congrès et leurs réflexions pour les changements nécessaires au Québec aussi pour faire progresser la protection de la biodiversité.
Pour ça, on a vraiment la chance d'avoir 4 jeunes panélistes qui sont présents en ce moment à Abu Dhabi au congrès. Nous avons Jennifer Macambo, qui est membre fondatrice de Gibbon Québec, donc du réseau québécois des jeunes pour la biodiversité au Québec. On a aussi Laurie Marchand, qui est co-directrice générale chez Corridor Appalachiens. Mathias Rochelot-Duplan, qui est directeur général de Mycosphera. Et finalement, nous avons aussi Ismaël Chevalier, qui est conseiller stratégique en développement durable pour Nouveau Monde Graphite. Je suis très contente de vous avoir avec nous et moi, je vais tout simplement modérer le panel, les échanges. Donc, on va avoir une portion plus panel, suivie d'une période de questions-réponses du public. Donc, n'hésitez pas en cours de route, si vous avez des questions, vous pouvez les écrire dans le clavardage ou les garder en noter pas loin. Ou sinon, à la fin, vous pourrez aussi lever la main, ouvrir votre micro et la poser directement. Donc, il y aura approximativement 15 minutes de questions-réponses à la toute fin. Sinon, d'ici là, on vous invite tout simplement à garder votre micro fermé pour entendre nos merveilleux panélistes. Donc, sans plus tarder, j'ai déjà beaucoup trop parlé. Donc, sans plus tarder, on va commencer avec une question tour de table qui peut s'adresser à tous nos panélistes. Quelles sont vos impressions sur la première journée à Abu Dhabi et sur le sommet jeunesse pour ceux et celles qui y ont participé? Donc, je commencerai peut-être en donnant la parole à Jennifer. Oui, bonjour, merci beaucoup Laura pour la parole. Donc cette première journée, je dirais, je pourrais la résumer comme assez pas mal inspirante. Ce que j'ai vraiment aimé, surtout ce que j'ai apprécié, c'était la diversité de voix qui sont réunies. Donc il y avait des décideurs, les directeurs de la UCN, de Youth Advisory Committee, on l'appelle le YAC, donc WAC, des peuples autochtones et bien sûr les jeunes. Et ça montre que dans la conservation de la biodiversité, ça doit avancer que si tout le monde est autour de la table. Donc, c'était bien de voir comment tous ces parents-là ont pris le temps, surtout les décideurs et les directeurs, de venir nous voir, de venir nous écouter et prendre quelques questions parce qu'il y avait des panels qui ont accueilli les questions des jeunes. Et pour nous, la jeunesse québécoise, je dirais que c'était une occasion aussi unique de rencontrer d'autres mouvements jeunesse du monde entier, d'échanger sur nos expériences, de voir malgré nos contextes différents, qu'est-ce qui se fait ailleurs et voir nos défis. On a pu rencontrer des personnes avec des backgrounds, désolé mon anglicisme, différents de nous, mais et on a pu en apprendre d'eux et apprendre de où ils viennent, avec quelle organisation ils viennent. Donc les échanges étaient pas mal très intéressants. De là, moi, j'ai pu noter quelques points mentionnés qui sont souvent revenus à propos des challenges. Parce que ça, j'ai trouvé ça intéressant de parler des défis, pardon, des jeunes autour de la biodiversité. Et deux points qui sont le plus souvent revenus sont le manque d'accès justement aux tables. Donc, on aime faire ce genre d'événements, mais ils ne sont pas dans la table des décisions. Les gens ne sont pas représentés. Et la limitation des possibilités de renforcement de capacité. J'ai essayé de le traduire le plus possible en français. C'est difficile en tout cas de renforcer ses capacités parce que, ou d'accéder à certaines ressources, training et aussi les questions aussi de financement d'initiatives des jeunes. Donc ça, ce sont des points qui sont le plus revenus et je trouvais ça quand même pas mal intéressant de parler des défis puisque c'est une réalité. C'est toujours bon de parler des beaux discours de la jeunesse justement qui peut intervenir dans ce genre de questions qui nous touchent vraiment directement puisqu'on est le futur. Mais c'est encore mieux de parler aussi des effets, des effets, donc le côté un peu plus noir ouais, qui fait que il y a certaines failles et qu'ils sont prêts en tout cas à trouver des solutions pour y remédier. Et de là, ben, mon souhait, ce serait que pour les jours à venir, ce serait de voir davantage de temps de dédier au dialogue intergénérationnel pour passer d'inspiration d'engagement concret à vraiment du réel, d'engagement concret et partagé, pardon. Et de là, la phrase que j'ai beaucoup aimée, c'était When we power youth, we power the planet. C'était vraiment la phrase qui m'a le plus marqué de ce panel.
C'est tout pour moi. Merci beaucoup. J'ai hâte d'entendre tes prochaines réflexions sur la suite. Et donc, je Mhm. passerai ensuite à Mathias. Oui, merci beaucoup, Laura, pour modérer l'invitation reçue. C'est un plaisir d'être là avec vous aujourd'hui. Puis, je vais construire autour de Jennifer qui a bel et bien mis la table là, sur les différents événements qu'il y a eu, puis les sources inspirantes qu'on a eues aujourd'hui. Donc, pour moi, mes premières impressions, elles sont très bonnes. Et puis, de voir, en fait, effectivement, une jeunesse qui signe présent avec un lieu aussi éloigné, avec des gens de partout de la planète. J'ai rencontré des gens de la Syrie, du Japon, d'Allemagne, d'Amérique du Sud, du Canada, en fait, aussi. On est beaucoup de Canadiens. Et puis, c'est vraiment ressourçant, inspirant de voir qu'il y a autant de jeunes dans tous les pays qui sont inspirés vers un modèle commun en fait, un élan commun de protection de la nature et puis de reconnaissance des savoirs indigènes, par exemple, de reconnexion. Et donc, ça m'a beaucoup inspiré. Et aussi, j'ai trouvé très lucide les discours. Je suis très critique des fois, parfois, entre ce qu'on dit en parole et ce qu'on fait en geste, les coquilles vides, là, autrement dit. Mais moi, j'ai senti qu'il y avait de la substance dans ce congrès-là, puis de la sagesse. Et j'ai particulièrement été impressionné du discours de la présidente que je ne connaissais pas, la présidente de l'UICN, qui est Razan Al-Mubarak. J'ai beaucoup d'affinité avec l'histoire de l'UICN, là, sachant que l'un de ses premiers présidents avait été un mycologue. Moi, je suis mycologue dans Roger M, là, qui était directeur du Muséum d'histoire naturelle de Paris dans les années 50, qui est même fondateur de l'UICN avec Gillian Huxley. Donc, de voir que l'UICN est l'œuvre de ces membres-là, très visionnaires il y a 75 ans, et puis qu'aujourd'hui, c'est encore porté par des gens aussi visionnaires. Et puis, cette madame, Razan Al-Mubarak, elle est des Émirats arabes unis aussi. Et donc, j'étais surpris de voir que les Émirats arabes unis se positionnent vraiment central dans cette forme de transition-là. Des fois, il peut y avoir certaines contradictions entre le pays lui-même qui dépend des ressources pétrolières, mais il semble très ouvert à promouvoir la jeunesse. Et donc, moi, ça m'a agréablement surpris. Donc, pour moi, c'est une très belle première journée. Puis ça l'annonce de très belles rencontres jusqu'à présent. Super, merci Merci. beaucoup. On va poursuivre avec Ismaël. Super. Donc, merci à mes confrères et consoeurs qui ont mis les mots sur la table. Je vais continuer d'abord en vous remerciant pour l'invitation. Je crois que c'est une super chance d'être ici à Abu Dhabi pour une conférence qui a une portée comme celle-là, qui a lieu une fois tous les 4 ans. On sent une grande inspiration collective. Puis, je pense qu'on parle souvent de jeunesse et de conservation en silo, mais ici, on voit comment on veut interconnecter ces deux enjeux-là. Puis, le sommet nous rappelle que la conservation, c'est pas seulement une question environnementale, mais aussi sociale. Puis, c'est un effort de vulgarisation puis de convergence. Puis, je trouve ça extrêmement stimulant pour la suite des choses. Merci. Merci beaucoup. Puis en parlant justement de la suite des choses, en fait, je me demande quelles sont vos attentes justement pour la suite du congrès mondial de la nature qui se tient jusqu'au 15 octobre, donc pour la semaine là, restante. Et je repartirai dans un autre ordre. Donc, Mathias, pour commencer. Mes attentes se sont modulées en fonction de la première journée. Puis, une des premières attentes que j'avais pas, que maintenant j'ai, c'est qu'il y a un sommet philanthropique qui est présent en ce moment. Et puis, ça a été beaucoup discuté, comme Jennifer l'a mentionné aussi, de l'accès aux ressources par la jeunesse. Et moi, ça résonne beaucoup dans ce que je fais parce que, ayant fondé une organisation non lucrative dès cette année, les enjeux de ressources et de finances, et on en reparlera un petit peu plus tard aussi de reconnaissance du milieu en laissant la voix portée par les jeunes. Mais les accès financiers, c'est vraiment un enjeu. Et là, j'ai déjà fait du réseautage avec des personnes qui sont impliquées dans des fondations et je pensais pas aller dans cette direction-là aujourd'hui. Donc, moi, j'ai des attentes de peut-être même ressortir avec des partenariats de ce congrès. C'est quelque chose qui serait vraiment profitable et qui donnerait vraiment du vent dans les voiles. Et puis, mes attentes, en fait, c'est vraiment de comprendre les enjeux que les pays vivent. Moi, je viens aussi avec mes perspectives là, de mon organisation, mais de juste m'ouvrir aux autres perspectives des enjeux des Autochtones de partout sur la planète
auxquels le Canada fait face également. Donc, comment que les autres pays se débrouillent là, grossièrement et puis comment qu'on pourrait nous en inspirer là, pour nous ici au Québec puis au Canada. Donc, ce sont des très belles attentes. Puis jusqu'à maintenant, je pense que je ne serai pas déçu. Merci. Oui, souvent dans ces événements-là, intergouvernementaux aussi, on va avec des attentes, puis on rencontre d'autres perspectives, d'autres pratiques. Ce sont des choses qui nous nourrissent aussi, qui nous alimentent pour la suite à ramener chez nous aussi dans différents secteurs. Merci pour ça. Jennifer? Oui, de mon côté, nous attendons donc comme on dit, je vais beaucoup prêcher pour ma paroisse, mais nous ici, pour le débat d'abord sur le plan de l'influence et l'intégration, de la jeunesse, nous espérons en fait que la voix des jeunes sera réellement, reflétée dans les recommandations et les engagements qui seront pris à la fin du congrès. Donc un peu comme je disais, c'est bien beau la représentation et tout, mais on espère vraiment à des résultats concrets, parce que trop souvent justement les jeunes sont invités, mais pas toujours invités à la co-construction. Donc, nous aimerions avoir une implication concrète des jeunes dans les mécanismes de suivi des décisions qui seront adoptées ici, parce que nous sommes ceux qui sont justement victimes de ces conséquences, en fait, directement, présentement et pour nos futures générations. Donc, nous souhaitons, nous les Gable, en tout cas, que le Congrès serve d'un catalyseur pour renforcer le rôle des organes jeunesse au sein des structures comme l'UICN et ses commissions. Il est essentiel aussi que les jeunes ne soient pas seulement perçus comme des bénéficiaires de l'éducation et de la sensibilisation, mais aussi comme des partenaires à part entière capables de proposer des solutions et d'innover. Et plus concrètement, au Québec, notre objectif est de ramener chez nous les idées, les outils et les bonnes pratiques découvertes au Congrès. Nous voulons les adopter avec notre réalité, bien sûr, et nourrir des projets phares. Par exemple, on aimerait vraiment créer un organe consultatif jeunesse sur la biodiversité au Québec. Cet organe, justement, va nous permettre d'institutionnaliser la voix des jeunes dans les politiques publiques et les décisions liées à la biodiversité. C'est une démarche que nous avons déjà commencé à amorcer, mais le Congrès nous offre l'occasion justement de nous inspirer de d'autres pays et de voir qu'est-ce que d'autres organisations font justement chez eux. Et on a déjà mis en place il y a déjà des pays justement qui ont mis en place ces structures, donc on a hâte d'en apprendre un peu plus et d'établir aussi potentiellement des partenariats justement pour soutenir cette mise en œuvre. Excellent, merci. Puis, effectivement, ça a déjà été soulevé par différentes personnes. Justement, il ne faut pas que ce soit seulement une case à cocher, que les jeunes soient présents, soient entendus. Encore faut-il les inclure dans les processus décisionnels, là, comme tu dis, absolument. Et donc, on poursuit avec Ismaël. Oui, donc pour la suite du congrès, je pense que j'aimerais qu'on maintienne le momentum puis qu'on passe de la discussion à l'action. Je pense qu'il faut transformer cette énergie collective en résultats un peu plus tangibles. Puis ce que je trouve assez inspirant, c'est que la diversité des voix qui sont présentes, en fait, surtout la reconnaissance croissante du rôle des peuples autochtones dans la conversation. Leurs savoirs ancestraux complètent bien les approches scientifiques puis technologiques. Puis je pense qu'ensemble, ils offrent des solutions beaucoup plus complètes et durables. Puis je souhaite aussi qu'on continue à recentrer la biodiversité au cœur des enjeux climatiques. On parle beaucoup d'atténuation puis d'adaptation, mais la biodiversité, c'est la base de la résilience de nos écosystèmes. Puis j'aimerais voir émerger des partenariats qui marient innovation, inclusion, puis savoir traditionnel pour qu'ensemble, finalement, on puisse bâtir des modèles qui sont vraiment plus durables pour le futur. Absolument. Merci beaucoup pour cette intervention. Super important à relever. Et donc, pour finir, Laurie, qui n'était pas au sommet ce matin, mais qui est tout de même présente là, au reste du congrès UICN et qui est tout de même représentante également de la jeunesse. Donc, quelles sont tes attentes pour la suite? Moi, je viens d'un milieu de corridor appalachien, donc un organisme de conservation qui sommes très, très dans le concret, puis dans l'application, en fait, des meilleures pratiques en conservation en Estrie, dans le sud du Québec. Donc, c'est certain que moi, je viens ici avec mon bagage, mais là, j'espère vraiment pouvoir être inspirée de nouvelles façons de faire, peut-être qui se font ailleurs, qui pourraient peut-être être appliquées au Québec d'une certaine manière. Comment d'autres organismes arrivent peut-être à ficeler du financement pour permettre aux projets de conservation de se concrétiser.
de voir où on doit mettre les efforts là, pour contribuer à une mission qui est plus large que nous. Puis il faut voir aussi cette opportunité-là de voir la conservation, la biodiversité, pas juste dans notre contexte à nous de Québécois, mais comme un des maillons d'une mission plus large qui est de conserver la biodiversité dans le monde, puis de protéger aussi nos milieux naturels pour nous, mais aussi pour notre futur, nos enfants. Puis on est de passage hein, sur cette planète, fait que ce serait bien de pouvoir la laisser dans un état qui est bien pour ceux qui nous suivront. Donc, j'espère revenir avec certaines inspirations, certaines idées à appliquer dans notre contexte qui est plutôt très concret et terre à terre. Merci beaucoup tout le monde pour vos premières impressions de cette première journée du Sommet Jeunesse, aussi de vos attentes pour la suite. Et puis en fait, moi je vous connais un tout petit peu depuis quelques minutes, mais peut-être pour situer un petit peu plus l'auditoire, est-ce que vous pourriez nous parler plus particulièrement de votre présence au Congrès? Et donc, sous quel chapeau, sous quel rôle ou avec quel objectif participez-vous? Qu'est-ce qui amène des jeunes du Québec à se déplacer à Abu Dhabi pour un congrès mondial sur la nature? Et donc, je commencerai avec Jennifer. Donc, mon chapeau, je viens en tant que jeune qui représente le Gable Québec et notre mission, en fait, surtout notre présence qui va nous permettre justement à enligner notre présence ici au Congrès, ce serait de partager les réalités québécoises et s'inspirer des autres mouvements jeunesse internationaux, rapporter aux jeunes du Québec les différentes initiatives aspirantes à l'international et de bâtir aussi des ponts entre les jeunes engagés, pour les jeunes engagés en biodiversité et les instances politiques. Donc, le GIBEL, justement, c'est le réseau mondial des jeunes engagés pour la biodiversité et des droits, des droits des générations futures. Son objectif, principal, c'est vraiment de représenter les voix des jeunes dans les grands événements internationaux et soutenir leur engagement locaux. Nous avons des GIBEL par chapitre, donc par région. Il y a le Canada et nous avons ouvert le Québec justement pour créer ce pont-là entre les jeunes Québécois et l'international. Donc, notre but, c'est vraiment de rapportage et de surtout montrer la visibilité du Québec à l'international, puisque nous avons un très beau Québec, on a notre biodiversité, notre propre faune, donc on est très fiers de pouvoir avoir au moins un membre, justement présent pour pouvoir promouvoir nos initiatives et notre biodiversité. Absolument, merci. Given qui a été lancé d'ailleurs au mois de mai, donc c'est tout nouveau ce chapitre québécois. À moins que je me trompe, c'est possible encore de devenir membre et tout, donc vous pouvez trouver ça sur… de nous joindre à notre comité, exactement. Et le GIBEL existe déjà depuis quelques années, si je ne me trompe pas, près de 15 ans, mais le chapitre québécois est tout nouveau en effet. Super. Ensuite, Mathias? Oui, merci. Mathias, je suis cofondateur de Mycosphera, là, qui est une organisation à but non lucratif entièrement dédiée à la conservation de la faune, l'éducation environnementale liée à l'écologie des champignons et au réseautage dans le milieu mycologique à l'échelle canadienne et internationale. Et puis, on est en fait la première organisation au Canada dédiée à la conservation de la faune. Donc, il n'y a aucune organisation qui porte ce mandat-là. Et puis, on est ici présent à l'UTN, en fait, parce qu'on donne une conférence sur le pavillon du Canada avec notre partenaire Nature Québec, comment que les champignons sont le socle de la biodiversité. Et puis, on l'a fait avec un invité d'honneur qu'on est très fiers d'avoir, qui est Greg Mueller, qui est chef de l'UTN du Fungal Committee. Il est professeur émérite au Jardin botanique de Chicago également. Là, c'est quand même quelqu'un qui est important là, au sein de l'UTN. Et donc, je trouve aussi, je fais par la bande prêcher pour la jeunesse, mais c'est une démonstration que notre organisation, en moins de 6 mois, d'être conférencier à l'UTN, ça démontre la valeur de la jeunesse finalement. Et puis, je suis vraiment pas seul dans l'équipe. Là. Jonathan Casabonne, qui est notre président, c'est un doctorat en mycologie, puis il a à peine 25 ans. Donc, c'est ça, je trouve que ça démontre la fougue, la vision, et puis l'esprit de. Je trouve aussi des fois, ce qui
nous distingue des fois des plus vieilles générations, autant qu'on a à apprendre d'eux, mais c'est l'esprit collaboratif qui est pas toujours facile avec des fois des générations plus vieilles qui vient avec une autre forme de dogme. On a chacun nos dogmes, puis quand on sera vieux, on aura nos dogmes auxquels la jeunesse nous critiquera, puis il faudra le prendre. Et puis, mais cet esprit de collaboration-là, ben, il y a le proverbe qui le dit, c'est tout seul, on va plus vite, ensemble, on va plus loin. Et puis, je trouve que c'est une démonstration claire de ce qui se passe en ce moment. Et donc, notre objectif, en fait, c'est de positionner le Québec et le Canada comme des piliers de la conservation fongique à l'échelle mondiale. J'étais récemment dans un congrès nord-américain, en fait, de la North American Mycological Association pour faire des alliances. Et j'étais aussi à l'Université de Varsovie, en Pologne, faisant des partenariats avec la Société mycologique de Pologne. Et puis ça démontre que la mycologie, en fait, ça se passe à l'échelle internationale et que le Canada accuse un vrai retard dans le domaine. Pourtant, on dispose des plus grands écosystèmes boréaux et de forêts. Et récemment, une étude scientifique sortait que le Québec et le Canada étaient un des hotspots de biodiversité fongique les plus importants au monde en termes d'ectomycorhizes, là, pour ceux qui connaissent. C'est des champignons qui poussent en symbiose avec les arbres. Donc, on fait totalement abstraction de ces concepts écologiques-là dans notre gestion de nos ressources naturelles puis de nos systèmes forestiers. C'est tant que ça change que les champignons soient inclus, qu'ils soient inclus dans la biodiversité, qu'ils soient inclus dans les itinéraires techniques dans la gestion de nos écosystèmes, parce que les champignons, c'est à la base des écosystèmes terrestres. Et mieux les comprendre permettra de mieux anticiper les problèmes à venir et peut-être avoir des solutions innovantes. Ça, c'est sans même parler des innovations biotechnologiques que les champignons promettent. Donc, on est vraiment là, en fait, pour la reconnaissance des champignons dans les politiques environnementales au Québec et au Canada, puis ultimement à l'international. C'est un mouvement, en fait, qui est né, ça fait pas si longtemps, la COP 16 de Kunming-Montréal, il y a eu un papier là, de la Pledge for Conservation of Fungi qui a été déposé par le Jardin botanique royal de Londres et l'Argentine. L'Argentine ou le Chili, là, je ne me rappelle plus, mais c'est le premier pays au monde à reconnaître les champignons dans les politiques environnementales. Donc, c'est temps que le Canada se positionne parce qu'on a tous les ingrédients pour devenir pionnier à l'échelle mondiale, mais il reste juste à rassembler ces ingrédients-là, puis c'est là que Mycosphéra intervient. C'est notre mission. Merci, puis félicitations pour tout le chemin parcouru quand même d'une si jeune organisation là, qui existe justement depuis 6 mois, puis d'autant plus portée par des jeunes. Donc, c'est vraiment impressionnant, puis c'est inspirant. Je pense que ça peut inspirer plusieurs jeunes aussi qui ont des projets en tête ou des choses auxquelles on croit de manière très forte. Donc, merci. Et puis, je poursuivrai avec Laurie. Non, excusez, avec Ismaël. J'ai sauté. Pas de problème. En fait, moi, qu'est-ce qui m'apporte ici à la conférence sur la conservation de la nature? Ben, j'ai la chance de travailler un peu tous les jours en développement durable, donc autant avec des relations avec les différentes communautés avoisinantes à nos projets, que ce soit des communautés autochtones ou des communautés directement sur nos projets. Puis, j'ai la chance de travailler sur des initiatives autant environnementales que autour de la biodiversité. Puis, ce qui est vraiment important pour moi, au final, ben, c'est d'être en mesure d'avoir les bons ingrédients pour intégrer la biodiversité dans l'ensemble des initiatives qu'on porte au sein de notre entreprise. Donc, voilà ce qui m'apporte un peu au complet. Excellent, merci. Puis, c'est effectivement tout le temps des bons endroits où s'inspirer de différentes pratiques. Qu'est-ce que d'autres acteurs font, soit dans des domaines connexes ou dans d'autres secteurs également. Donc, c'est super. Merci. Et puis, maintenant, oui, c'est à Laurie. Oui, donc ouais, c'est ça. Moi, je viens, comme je vous l'ai dit un petit peu plus tôt, avec le chapeau Corridor appalachien, vraiment organisme de conservation. D'ailleurs, j'aurai l'opportunité d'être sur un panel qui s'appelle l'implication des ONG de la société civile dans la mise en œuvre du plan nature. Fait que je serai avec mes collègues du RMN, réseau des milieux naturels protégés, du Conseil régional de l'environnement du Centre du Québec, Canard illimité. Donc, on va pouvoir représenter un petit peu ce qui se fait déjà de très bien au Québec en termes de conservation, de biodiversité. Donc, de quelle manière on s'organise là, pour faire en sorte que le plan nature est mis en œuvre puis qu'on travaille à appliquer
à atteindre les objectifs de 30% de conservation d'ici 2030, qui est un objectif très ambitieux, mais pour lequel on croit qu'il y a moyen de s'organiser pour les atteindre. D'ailleurs, c'est un des objectifs que je veux atteindre aussi, essayer de trouver des moyens d'y arriver par l'innovation qui pourrait être présentée par d'autres présentateurs, d'autres panélistes, des choses qui se font ailleurs. J'aimerais aussi potentiellement sécuriser du financement. Il y a nos gouvernements provinciaux, fédéraux qui doivent aussi suivre les accords qu'ils ont signés puis s'assurer que les organismes ont les ressources pour atteindre ces objectifs-là en collaboration avec eux, évidemment. Peut-être trouver d'autres façons innovantes de sécuriser certains fonds. On fait déjà du crédit carbone, mais on travaille sur la philanthropie, mais il y a peut-être d'autres éléments qu'on n'a pas dans notre radar ou des opportunités de philanthropie qu'on pourrait rencontrer ici, peut-être en lien avec des acteurs internationaux. On sait que la délégation américaine est aussi assez grande, à tout le moins en ce qui apparaissait sur le programme de l'événement. Fait que, tu sais, je pense qu'il y a des opportunités là, de voir la biodiversité et puis la conservation à une échelle plus grande puis plus collaborative. Donc, j'aimerais bien créer des nouvelles relations puis m'inspirer des meilleures pratiques. Peut-être sécuriser du financement, ça serait la cerise sur le gâteau. Super, merci beaucoup. Puis je suis contente que tu mentionnes le Québec parce que, évidemment, on a des visées internationales, inclure plus la jeunesse. C'est une aspiration qui est partagée par la jeunesse dans le monde entier. Là. Mais effectivement, ça commence quand même, dans notre cas, au Québec. Donc, je me demandais qu'est-ce que vous aimeriez voir changer au Québec pour faire des réelles avancées en matière de protection de biodiversité. Ismaël? Oui, je vais commencer avec une petite introduction pour ma réponse à cette question, mais vous vous rappelez tantôt quand je parlais de la discussion à l'action, ça vient pas de nulle part de mon côté. Je suis ingénieur de formation, fait que ça va un peu guider ma réponse, mais je pense que au Québec, on doit aller au-delà des grandes orientations, puis se concentrer sur des cibles qui sont plus claires, plus adaptées à chaque secteur d'activité. De cette manière-là, on va être en mesure d'avoir des résultats qu'on va pouvoir mesurer. Fait que je pense qu'on doit être en mesure de mieux mesurer les résultats. Puis trop souvent, j'ai l'impression qu'on met en place des stratégies qui sont très ambitieuses sans nécessairement avoir d'outils comparatifs pour suivre les progrès. Fait que je pense que des indicateurs sectoriels harmonisés, ça nous permettrait de vraiment voir où on avance, puis où il faut redoubler d'efforts pour atteindre ces indicateurs-là. Puis, je vois un énorme potentiel à relier la performance environnementale à l'innovation, à l'économie circulaire. Puis, je pense que c'est ce qui va nous permettre de concilier développement puis protection de la biodiversité plutôt que de les opposer, finalement. Oui, absolument. Merci beaucoup. Puis justement, on se donne de cibles, mais après ça, c'est aussi d'avoir justement, comme tu dis, les indicateurs pour voir est-ce qu'on les atteint, comment est-ce qu'on les atteint, et ainsi de suite. Donc, merci. Puis de voir si on peut finalement se comparer dans l'industrie avec, dans les différents secteurs d'activité. Oui. Il y a d'ailleurs, je pense qu'hier, la norme ISO biodiversité, qui est la première qui est sortie. Donc, ça commence tranquillement à émerger ce type de norme-là. C'est une bonne nouvelle, justement, pour pouvoir se comparer aussi à l'international, à des secteurs ailleurs dans le monde qui font des activités semblables aussi. Là. Merci. Donc, ensuite, Laurie? Il y a déjà quand même un petit peu de mouvement, je trouve, qu'on voit poindre au Québec, entre autres avec l'arrivée des AMCE, les autres mesures de conservation efficaces. Mais on patauge un petit peu. Sans dire dans le néant, là, les orientations ne sont pas encore claires pour les organismes. Comment on peut faire de la conservation autre que par les deux outils légaux réellement connus qui sont l'acquisition de terrain. Je vais parler pour la conservation en terre privée, là, évidemment, qui est l'acquisition par un organisme de conservation ou les servitudes de conservation. Donc, ça, c'est nos deux méthodes traditionnelles. Puis l'arrivée des AMCE nous laisse rêver à d'autres moyens de faire, mais on est un petit peu
un peu dans l'essai-erreur, puis c'est un petit peu contraignant pour nous de se lancer dans des projets sans savoir si ça va être réellement accepté, puis si ça vaut la peine pour nous d'engranger des sommes, puis de prendre de nos enveloppes de bailleurs de fonds pour un projet qui aboutira peut-être pas ou qui sera pas résultant d'une AMCE. Fait que je pense que on pourra profiter de cette opportunité-là, de voir comment ça se fait ailleurs, par quelle couche de protection on est en mesure de faire de la protection de la biodiversité, de la conservation autrement, mais de manière efficace, parce qu'ultimement, on ne veut pas non plus mettre un saut de protection pour mettre un saut de protection puis arriver au 30-30. Il faut que ça soit plus global et périn que ça. Oui, c'est ça. On veut quand même que la protection elle ait une certaine qualité quand même pour être une bonne protection. Exactement, tout à fait. Puis qu'elle a une valeur écologique aussi, de ne pas le mettre sur n'importe quel petit parc qui aurait déjà peut-être été protégé par une ville. Faut que la valeur écologique, la biodiversité soit présente, puis ait un fort impact. Exact. On peut bien protéger le nord du Québec, mais il y a aussi des espèces et des milieux à protéger dans le sud. Exactement. Merci. Jennifer? Oui, donc moi, de mon côté, il y a un axe je vais reprendre un peu mon chapeau en EGI parce que je suis aussi conseillère en équité, genre et inclusion. Moi, un axe qui me prend beaucoup à cœur, c'est la gouvernance inclusive. Je crois que le Québec met beaucoup de l'avant l'inclusion, mais peut toujours faire mieux. Donc d'abord, nous aimerons une gouvernance plus inclusive qui est à la fois inclusive pour les jeunes et les peuples autochtones. Donc aujourd'hui, il y a des jeunes qui ne sont pas, comme je l'ai souvent, on l'a tout répété, les jeunes ne sont pas assez consultés. De la même manière que les peuples autochtones qui détiennent des savoirs traditionnels essentiels pour la conservation, ils ne sont jamais impliqués dans les prises de décision ou très peu impliqués. Et on oublie souvent de les mentionner dans certains colloques, alors que c'est très important lorsqu'on parle de biodiversité, ultimement, de les inviter et de les impliquer et de les entendre surtout. C'est la raison pour laquelle, pour ce qu'en est de la jeunesse, la création d'un organe consultatif jeunesse sur la biodiversité serait super pertinent. Et aussi augmenter aussi des financements pour les initiatives jeunesse. Et ce qui en est des personnes autochtones, c'est renforcer les partenariats entre le gouvernement du Québec et ses communautés afin de reconnaître et d'intégrer leur savoir dans les pratiques de gestion durable et des écosystèmes. Ça, c'était les points les plus importants pour moi que je trouve que le Québec pourrait s'améliorer. Merci. Puis oui, effectivement, c'est pas tout le monde, c'est pas tous les groupes de la population qui sont touchés de la même manière par la perte de la biodiversité. Donc, d'où l'importance aussi de consulter notamment eux qui sont les plus vulnérables face à cette crise-là, là, effectivement. Merci. Puis, je terminerai avec Mathias. Merci beaucoup. Puis pour reprendre la balle au bon sur l'ouverture de Jennifer sur les critères d'inclusion, je trouve que c'est un bon point. L'inclusion, ben, en fait, on assume souvent l'inclusion au niveau de la parité, peut-être homme-femme, mais aussi multiethnique. Mais la parité au niveau de l'âge, c'est quelque chose qui est pas vraiment clair dans l'esprit des gens et qui est nettement sous-représenté dans l'appareil gouvernemental québécoise, là, pour pas nommer de nom et de parti mais aussi à l'échelle canadienne et peut-être même à l'échelle internationale. Puis finalement, je pense que on vient de mettre le doigt sur un bobo qui est très préoccupant du fait que la jeunesse, c'est son futur en fait. Et puis quand c'est des gens qui sont plus âgés, en fait, c'est qu'on tombe dans un paradoxe où ça doit être l'énergie, l'ambition et le souci de la jeunesse qui doit être combiné à la sagesse, au savoir des générations plus vieilles. Et puis, pas toujours facile ce dialogue-là, mais d'officialiser une forme d'inclusion qui serait au niveau des âges et peut-être même la rendre obligatoire dans certains critères, dans certaines structures. Ça pourrait favoriser l'innovation, le dialogue. Donc, ça serait un accélérateur vraiment très grand, je pense, pour l'innovation.
Et puis, moi, je retourne aussi dans ma paroisse. Ça veut dire, en ce moment, les champignons n'ont aucun statut de protection à l'échelle canadienne et québécoise. Le Québec classe les champignons, il le mentionne une fois dans ses politiques de biodiversité pour les classer comme champignons pathogènes. Donc, on voit les champignons encore comme une forme de nuisance à l'industrie, tout simplement. Et puis, à l'échelle canadienne, c'est pas vraiment mieux. Ils sont pas inclus dans les politiques environnementales. Pourtant, à l'échelle mondiale, on sait qu'il y a des espèces en péril. Donc, ce qu'il faudrait comme changement, en fait, c'est que les champignons soient officiellement reconnus dans les politiques environnementales, puis qu'on établisse la première liste d'espèces vulnérables et menacées de champignons à l'échelle canadienne. Puis la seule excuse qu'ils ont, c'est qu'ils ont pas de données. Puis parce qu'ils n'ont pas de données, en fait, ce qu'ils disent, c'est qu'ils n'ont pas d'experts. Puis ils n'ont pas d'experts, pourquoi? Parce qu'ils n'enseignent dans aucune université de la mycologie, ils ne la financent point. Alors qu'en Europe, le Danemark, la Pologne, la Chine aussi, là, en Asie, il y a beaucoup de pays qui nous dépassent. Et puis, l'intégration des champignons, c'est une porte d'entrée vers une meilleure compréhension d'écologie, une sensibilité accrue, parce que les champignons, c'est vraiment les organismes qui sont connectés à tout. Puis, ils étaient là avant les animaux, puis avant les plantes. Donc, c'est comme si on essayait de construire, en fait, on essaie de réparer la Terre, c'est comme si on essayait de réparer la planète Terre avec l'outil qui a permis la construction des écosystèmes terrestres, sans se servir de l'outil qui a plus servir à construire les écosystèmes. Fait que c'est comme rénover votre maison qui est en ruine sans utiliser le marteau qui a permis de la construire. C'est un peu, c'en est absurde, en fait. Fait que on est en 2025, maintenant, il n'y a plus d'excuses, maintenant que nous, on existe et qu'on prend de la donnée sur le terrain, d'officialiser ça. Puis ça mènera à l'établissement de plus de partenariats et plus, finalement, à une compréhension holistique des écosystèmes là, qui permet de mieux gérer. Merci beaucoup, super informatif justement pour un secteur qui est un petit peu moins regardé ou moins pris en compte en général. Donc, merci. Pas du tout encore pris en compte, en fait. Oui, c'est ça, exact. Donc, ben là, on arrive tranquillement vers la fin. Donc, peut-être pour clore, en fait, le panel, en fait, je vous poserai une dernière question, un petit tour de table rapide en quelques mots, une minute chacune. Donc, pour les jeunes qui nous écoutent aujourd'hui ou qui vont l'écouter en rediffusion là, par la suite, comment est-ce que ces jeunes-là peuvent s'impliquer concrètement? Puis aussi, on va aussi poser la question pour les moins jeunes. Donc, pour les moins jeunes, comment est-ce que ces moins jeunes-là peuvent aussi contribuer à une plus grande implication, à une plus grande mobilisation des jeunes? Puisqu'évidemment, les jeunes doivent faire leur part, mais les moins jeunes aussi, on s'attend quand même à ce qu'ils fassent leur part aussi. Donc, j'aimerais ça vous entendre par rapport à ces pistes d'action, en commençant par Laurie. Oui, ben en fait, je pense qu'il y a plusieurs manières de s'impliquer, puis il n'y a pas de petites actions moins valables que d'autres. Tu sais, il y a moyen de s'impliquer à titre de bénévole au sein d'organismes de conservation, mais d'organismes environnementaux. Il y a moyen aussi d'être peut-être dans certains regroupements, tu sais, avec l'ABQ, si vous êtes biologiste, entre autres. Tu sais, en fait, je pense que nos jeunes sont bien éduqués, puis ont des formations qui sont très pertinentes. Puis au sein des réseaux même de professionnels, je pense qu'il y a moyen d'intégrer un petit peu plus de valeurs environnementales, d'inclusion de la biodiversité au sein de chacun de ces réseaux-là, puis être un petit peu l'ambassadeur de la cause au sein de vos réseaux est une façon, du moins, un premier pas dans la bonne direction pour s'impliquer puis avoir un impact positif dans la société. Merci beaucoup. Mathias? Et ben, je sais pas si ça s'entend, mais quand je parle des champignons, absolument, le monde me dit que je suis passionné. Puis j'ai le feu vraiment au cœur. Donc, moi, je pense que c'est un ingrédient de base, là. Puis on n'est pas obligé de se trouver un organisme type d'être un ornithologue, d'être un bryologue, d'être un mycologue, mais d'avoir une curiosité qui nous anime. Et puis, moi, je sais que j'ai réussi à convaincre. En fait, je suis pas mal la personne dans l'équipe. On est 8 fondateurs, 9 sur le conseil d'administration, de gens de tous horizons, des chercheurs, des directeurs de centres de recherche, des gens de techniciens. Et puis, j'ai été un peu le chef d'orchestre de ce maillage
Et puis, j'ai réussi à convaincre parce que quand j'en parle, j'ai des étoiles aussi. Et puis, je fais de la recherche. Ben, je fais de la recherche dans le sens que je me nourris de mon dossier, je connais mon dossier. Ça prend de la curiosité, ça, pour passer beaucoup d'énergie investie à lire des livres, à se présenter dans des événements, à faire du réseautage. Et donc, ça prend cette forme de curiosité-là inlassable, qui se transforme en passion. Et puis, sans être obligé d'avoir un truc, c'est une passion précise pour un certain truc, mais d'être passionné tout simplement à connaître, ben ça nous donne l'énergie pour entreprendre. Et puis, le mot entreprendre, il n'est peut-être même pas assez fort pour le dire, mais c'est la réalisation d'idées en forme d'impact, qui se transforme en cause, qui rallie un mouvement. Et donc, c'est vraiment le mot d'ordre, je pense, la curiosité, puis mettre de l'énergie dans ce qu'on aime, quitte à faire des sacrifices, faut accepter de faire des sacrifices. Et puis, ce mouvement-là devient de plus en plus gros, il fait boule de neige, et puis on voit la réalisation sans même le savoir de ce qu'on est venu, là. Donc, moi, je pense que c'est ça. L'implication. Faut s'impliquer. Ça veut dire accepter de ne pas nécessairement avoir une routine et puis de déroger au divertissement pour assister à des réunions comme qu'on fait là en ce moment, assister à des rencontres qui peuvent peser lourd parfois sur l'esprit, mais c'est paradoxal qu'en donnant cette énergie-là, on se ramasse qu'on en gagne en bout de la ligne. Il y a un bilan positif. Et c'est là que les gens se sortent. Ben, moi, c'est là que ça me surprend. Et puis, finalement, cette quantité d'énergie-là est grande. Donc, moi, je pense que c'est ça. Les gens doivent se faire confiance, s'impliquer et être patient dans le processus pour la réalisation de grandes causes. Merci beaucoup. Ensuite, Ismaël? Oui, je vais peut-être aller un peu, peut-être répéter un peu ce que Laurie a dit, mais je pense que pour les jeunes, il faut oser s'impliquer, même à petite échelle. Joignez-vous à des projets, des mouvements, des organisations qui vous tiennent à cœur. Puis moi-même, je travaille davantage dans le secteur privé, puis je voulais avoir davantage d'impact. Donc, j'ai rejoint le conseil d'administration de la Severdi, qui est finalement un organisme qui permet en quelque sorte d'accomplir l'initiative du plan climat de la ville de Montréal en plantant des arbres sur les terrains privés. Jusqu'à présent, ils ont planté depuis 2012 130 000 arbres sur les terrains privés de la ville de Montréal. Puis leur objectif, finalement, c'est de planter 300 000 arbres et d'arbustes sur des terrains privés. Puis je pense que aussi pour les moins jeunes, ben, la clé, c'est l'écoute. Créer des environnements où les jeunes se sentent légitimes, où leurs idées sont entendues, valorisées. Puis c'est comme ça qu'on construit finalement un véritable dialogue intergénérationnel. Fait que, merci pour l'écoute. Merci beaucoup. Puis Jennifer, pour le mot de la fin. Oui, pour ma part, je rebondis sur tout ce que mes collègues ont déjà partagé. Ce sont des super idées, des bonnes initiatives. Tout en commençant par, comme Mathias a bien précisé, par la curiosité, c'est super important. Donc, merci déjà pour vos partages. Moi, je vais un peu justement prêcher pour ma paroisse, où est-ce que vous pouvez joindre le réseau des jeunes pour de la biodiversité québécoise. Nous avons de la place pour accueillir des nouveaux membres dans nos comités. Nous faisons partie justement plus du comité chargé d'élaborer le plan éducatif relatif à l'environnement et à la communication qui a commencé à la conférence internationale sur l'éducation basée sur la nature à Salzburg Global en Autriche. Donc, n'hésitez pas à nous joindre, c'est une manière de vous impliquer. Et pour les moins jeunes, comme mon collègue aussi Ismaël l'a dit, donc que ce soit vous soyez enseignant, décideur, parent, professionnel dans n'importe quel domaine, ça commence vraiment par l'écoute et avoir l'esprit ouvert, puisque le moment qu'on sait qu'on peut apprendre de personnes un peu plus jeunes que nous, de nos enfants même, c'est là que vraiment les décisions, les discussions intergénérationnelles commencent. Je rajouterais, il faut être un peu fou, hein, quand même. Ouais, il faut avoir un petit brin de folie pour oser. C'est faut oser, c'est ça. Oui, en effet. Passion, curiosité, folie, c'est tous des ingrédients excellents. Exactement. C'est bon. Hey, ben, merci vraiment pour cet échange super riche. Je vois que le temps file, donc je vous propose de passer tout de suite à la période des questions, juste pour qu'on ait un tout petit peu de temps. Je vais arrêter l'enregistrement.